Donc Laurence Pérou, je suis adjointe à l'éducation à Saint-André-de-Cubzac et qui est une commune membre du SNIPAL, dont parlait Clémentine à l'instant. Et donc nous avons pris les délibérations zéro plastique et zéro waste en conseil municipal de manière tout à fait officielle il y a déjà presque 2 ans, je dirais. Je vais partager mon écran. Moi je voulais insister sur la manière dont ça se met en place très concrètement dans une commune. Donc sur les zéro plastique, je dirais le plastique c'est un peu le sujet du jour, mais nous c'était pas réellement un gros sujet, notamment dans les cantines. Mais en tout cas, on a commencé dans toute l'enceinte de la mairie par enlever tout ce qu'on avait de gobelets jetables dans les bonbonnes à eau en particulier. Dans les fêtes et cérémonies, on avait toujours des petites assiettes en plastique, des choses comme ça. Donc, on a remplacé tout ça soit par des nappes en tissu, soit par des sacs en tissu. Sur les fêtes et cérémonies, on a aujourd'hui, hors Covid, des plateaux en osier avec du fromage, des fruits en vrac, donc plus de petits emballages, de petites choses plastiques, plus de couverts plastiques non plus. On a offert des gourdes à tous les agents de la collectivité pour un Noël, pas celui-là, celui d'avant déjà. On a installé le tri dans les bureaux. Voilà, donc on a éliminé le plastique des autres zones que la cantine scolaire. Dans les écoles, alors je vais commencer peut-être par la fin, on n'avait pas de plastique dans la partie cuisine. C'est-à-dire qu'on était resté, alors je le dis souvent, on était plutôt un peu ringard à l'époque, avec des gastros encore en alu, des choses comme ça. Mais finalement, 10 ans après, on se rend compte que ces choix qu'on avait faits étaient finalement les bons. Donc, on a une vaisselle en verre, on a des verres en verre, on a des pots Tao en inox, tous les plats en inox aussi. Tous les gastros sont en inox. Voilà. Donc, on n'a pas réellement de sujet plastique en fait dans les cantines. Là où on avait du plastique, nous, c'était beaucoup sur le goûter. Jusqu'à il y a 3-4 ans, les enfants venaient avec leur goûter. Donc là, on a beaucoup d'emballages plastiques après les goûters qui s'étendaient un peu autour des écoles, emportés par le vent quand les enfants goûtaient dehors. Donc aujourd'hui, c'est la ville qui fournit le goûter et qui se sert de ce moment du goûter pour resservir aussi tous les fruits, le fromage, les yaourts, les compotes, les choses qu'on pouvait avoir en rab du repas. Donc, on a à la fois travaillé là sur le gaspillage alimentaire et sur la fin de tous ces emballages. Donc, aujourd'hui, après le goûter, c'est vrai qu'on n'a plus d'emballage du tout, ce qui est bien pour l'école et bien pour la ville parce que je vous dis, ça volait un peu autour des écoles partout. Donc, sur cette partie plastique, nous, on a à peu près éliminé toutes les sources de plastique. La dernière qui nous reste réellement, c'est dans nos livraisons. Nos prestataires ne jouent pas vraiment le jeu. Moi, j'avais essayé d'inscrire au cahier des charges quand on a refait le cahier des charges d'approvisionnement des denrées. Mais le surcoût, on nous facturait finalement un surcoût énorme. Donc, ce n'est pas passé budgétairement. Mais bon, le prochain marché, j'essaierai de réenfoncer le clou sur ce sujet-là. Donc, nous, on a pris les 2 délibérations en même temps. On voulait aller plus loin que le zéro plastique. Donc, le zéro waste dont parlait Clémentine à l'instant, comment ça s'est concrétisé? Ça s'est concrétisé par des défis famille zéro déchet. Il y en a eu 2 ou 3. Bon, le Covid a un peu mis à mal ce genre de dynamique citoyenne. On avait un festival zéro déchet une fois par an, des actions de nettoyage de la nature, comme il y en a dans beaucoup de villes, mais qui servaient aussi à sensibiliser sur les monceaux de déchets plastiques ramassés. On avait déjà pris toutes les mesures pour le zéro phyto. Là, depuis 2016, on a le label CARCEL, nous, et on a voté l'extinction nocturne de l'éclairage public il y a au moins 2 ans. Voilà, donc je crois qu'on a pris à peu près toutes les mesures qu'on pouvait prendre. Non, encore pas mal de travail. Donc, on a pris déjà pas mal de mesures que le SNIPAL avait préconisées dans sa charte zéro waste. Le sujet qui nous a quand même beaucoup, enfin qui moi en tout cas m'a beaucoup occupé sur le précédent mandat et sur celui-ci, c'est plutôt le gaspillage alimentaire.
donc dans cette thématique Zero Waste. Le gaspillage alimentaire, nous, on y a travaillé. Oui, là, vous avez un petit mot de contexte. Saint-André, nous, on a 5 écoles, 5 cuisines, à peu près 1200 élèves qui mangent à la cantine. Et des repas, grosso modo, quasiment tous aujourd'hui préparés sur place à base de produits frais, de produits bio. Donc, on a une qualité de repas qui aujourd'hui est vraiment bonne et reconnue à la fois par les enfants, par leurs parents, par les enseignants qui mangent à la cantine. Donc, on a aujourd'hui vraiment des repas de qualité et qu'il était d'autant plus dommage de jeter. Donc, on s'est attaqué, nous, au gaspillage alimentaire dès 2015, voilà, dès que je suis arrivée, en fait. On a commencé par travailler beaucoup avec les enfants. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas ceux qui étaient déjà là à l'époque se rappellent peut-être, on avait des temps d'accueil, des temps d'activité périscolaire, les TAP, qui nous permettaient d'avoir 1 heure d'activité chaque soir avec les enfants des écoles. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé, nous, sur cette thématique développement durable en général. Donc, on a installé des composts, enfin des jardins, des carrés potagers en tout cas, des composts dans chaque école. On a beaucoup travaillé sur l'alimentation, on a fabriqué des smoothies, on a fabriqué des recettes. On a écrit un petit livre de recettes zéro gaspille pour réutiliser les restes qu'on pouvait avoir dans son frigo. Donc, on a commencé, nous, en travaillant avec les enfants et en installant ces composts et ces jardins dans les écoles. Et puis, en parallèle, on a fait faire une étude sur le gaspillage alimentaire pour avoir une idée du volume gaspillé dans nos écoles, volume qui était relativement important, puisqu'on avait à l'époque 6400 kilos, donc 6,5 tonnes de déchets. J'ai un peu de mal toujours moi, à appeler ça des déchets, mais de choses qui partaient à la poubelle après la cantine, ce qui représentait grosso modo 35 000 € par an. Donc moi, j'ai essayé de travailler sur des frigos partagés, puisque la loi à l'époque a changé, et la loi Egalim nous a permis à un moment, nous a même encouragé, de nous encourage d'ailleurs toujours, à donner ce qui n'était pas consommé par les enfants. Donc moi, j'avais vu qu'il y avait, notamment à Bordeaux, des frigos, mais pas qu'à Bordeaux, un peu dans toute la France et même, je crois, dans d'autres pays, des frigos installés par des restaurateurs devant leur restaurant, dans lesquels ils mettaient le soir les plats qu'ils n'avaient pas pu vendre. Et j'ai demandé au CREPAC, qui est une association locale contre le gaspillage alimentaire, d'étudier la faisabilité d'installer des frigos partagés. Donc pourquoi? Alors, première raison, bien sûr, pour éviter le gaspillage alimentaire. J'ai insisté sur le fait que nos plats étaient vraiment de qualité et que c'était d'autant plus dommage. De lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que ces plats viennent compléter l'alimentation parfois un peu difficile de certaines familles. Et puis, pour développer la solidarité, la convivialité et le lien social dans l'espace public. Donc ça, c'est un objectif qu'on avait mis au départ, sans trop d'idées précises, mais on se disait, voilà, s'il y a un frigo dans l'espace public, ça va peut-être générer un peu de solidarité. Et bon, j'insiste un peu parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ces frigos partagés, comment ça marche? Après le repas, quand les enfants ont été servis, bien sûr, la priorité reste le service des enfants. Ils peuvent se resservir, ils peuvent être resservis. Enfin, on ne les affame pas pour créer des restes. Mais tout ce qu'ils n'ont pas mangé et qui est resté dans la partie cuisine est reconditionné par nos cuisinières dans des bocaux. Là, donc vous avez des photos sous les yeux. Des bocaux en verre qui sont donc après déposés dans une cellule de refroidissement qui redescendent en température et qui sont apportés jusqu'au frigo dans un petit contenant isotherme. Des bocaux en verre, je disais, parce que on était dans cette démarche zéro plastique, zéro waste. Donc, il était hors de question pour nous de remettre en circulation des bocaux, des barquettes, des films plastiques, des thermocelleuses, choses comme ça. Donc, le CREPAC avait suggéré ces bocaux. Moi, j'étais un peu sceptique au départ sur le fait que ça allait fonctionner, parce que le principe, c'est que les gens prennent la nourriture et ramènent le bocal vide une fois qu'ils l'ont vidé. Et ça fonctionne extrêmement bien. Vous avez une photo, là, c'est les bocaux que les gens ramènent le lendemain ou quand ils veulent.
Donc, on ne réinjecte pas de déchets, en fait, c'est un circuit qui est complètement fermé à partir de ces bocaux en verre. Donc, nos frigos sont installés dans la rue. Le principe, c'est qu'ils sont ouverts à tout le monde. On n'a pas voulu instaurer de contrôle pour avoir cette certitude qu'ils vont à des gens qui en ont vraiment besoin. L'objectif premier était vraiment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ils sont installés dans la rue, ils sont en libre service, gratuit, ouverts 24 heures sur 24. Voilà. Et depuis à peu près un an, depuis novembre dernier, donc ça va faire un an. Et en chiffres, là, on s'est rendu compte que sur les 2 premiers frigos qu'on a installés, on va en installer d'autres cette année, on a donné en 6 mois à peu près, les chiffres que j'ai là c'est jusqu'en juin, plus d'1,5 tonne en un an. Moi, j'ai vu beaucoup de communes qui me disent oui, on n'a pas assez de reste pour que ce soit significatif, qu'on mette en place tout ça. Finalement, quand on multiplie par le nombre de jours sur une année scolaire, on obtient des tonnages qui sont quand même relativement significatifs, d'autant que voilà, d'autant qu'il y a certainement des gens qui en ont bien besoin en face et que même si on met 4 ou 5 bocaux, ça sert à nourrir au moins 1 ou 2 ou 3 familles. Quels résultats on a? Parce qu'aujourd'hui, on a des résultats donc sur le tonnage. Sur notre deuxième objectif qui était de donner à des gens qui en ont besoin, alors ça, on ne l'avait pas organisé, mais ça s'est fait complètement tout seul. Les gens qui devaient avoir l'info ont été sensibilisés dès le départ et dès le premier jour, en fait, on s'est rendu compte que les gens qui venaient au frigo étaient réellement des gens qui en avaient besoin. Donc, beaucoup de familles monoparentales, d'adultes qui sont en arrêt de travail sur des périodes très longues avec un handicap ou pas, mais voilà, qui ont des tout petits revenus, des familles impactées par le Covid, on en a eu beaucoup au début. Donc la cible sociale est réellement atteinte sans qu'on l'ait matérialisé par un contrôle ou une inscription. Et le troisième objectif dont je parlais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ces frigos génèrent des dons annexes. C'est-à-dire que les gens, quand ils ramènent leurs bocaux, quand ils viennent chercher des bocaux, ils amènent aujourd'hui des vêtements, des petits objets, des jouets, beaucoup de livres. Donc, des pistes de travail là, moi, pour la suite, ça va être d'organiser, je travaille avec le SNIVAL aujourd'hui sur ce sujet, d'organiser un peu plus cette partie réemploi, dons spontanés. Donc, les enfants des écoles travaillent aujourd'hui sur des boîtes à livres. On va ouvrir un placard de sec qui serait ouvert aux habitants. On va ouvrir les frigos à d'autres partenaires, les professionnels de la restauration chez nous, les commerces alimentaires, le lycée, on a une maison de retraite, enfin on a vraiment beaucoup de générateurs de gros déchets alimentaires. Et donc, c'est notre, voilà, en plus de l'installation de nouveaux frigos dans nos écoles qui n'en ont pas aujourd'hui, il y a une vraie réflexion autour de ces zones de mini-dons, en fait, des mini-zones de dons, je dirais, qui se sont installées assez spontanément et qu'on essaye aujourd'hui d'accompagner. Merci beaucoup Laurence pour ce témoignage qui illustre beaucoup justement cette démarche un peu globale qui est portée sur le territoire du SMICVAL et prise en considération et en action par les communes. Il y a quelques questions qui commencent à arriver dans le chat. Alors forcément la première grande question, ça va être sur les questions surtout sanitaires, forcément. Je pense qu'on vous la pose très régulièrement celle-ci. Du coup, comment ça se passe et en termes de responsabilité notamment de la collectivité sur les dons alimentaires? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez un peu levé ces freins? Alors, sur la sécurité alimentaire, oui, les deux questions qu'on me pose, c'est ça, la sécurité alimentaire et le vandalisme. Alors, je vais répondre sur le vandalisme au cas où ça vienne. On a eu depuis novembre dernier aucun vandalisme sur ces frigos. Bon, ils sont un peu attachés au sol, mais on n'a eu aucune détérioration d'aucune sorte. Voilà. Sur la sécurité alimentaire, elle est complètement garantie par le process qui est mis en place, qui a été validé par le FEPAC, par l'ADEME. Enfin, on s'est assuré qu'on était dans les clous. Il y a une chaîne du chaud puis du froid qui n'est jamais rompue jusqu'au frigo, donc dans la continuité de la chaîne du froid.
Et sur la responsabilité alimentaire, qui effectivement faisait très peur aux élus, quand une personne prend un bocal dans le frigo, c'est elle qui devient responsable de son mode de conservation, de son utilisation, de sa gestion. Donc, si quelqu'un était malade après avoir consommé la nourriture dans un des bocals, il faudrait qu'il prouve que la mairie a fait une faute jusqu'au frigo. Voilà, et notre circuit est bien balisé. Enfin, moi, j'ai toute confiance, il n'y a pas de souci sur notre circuit à nous. Donc, il faudrait qu'il prouve qu'on a fait une faute. Comme un enfant qui serait malade d'ailleurs à la cantine après un repas, on est exactement dans la même configuration. Mais une fois que le bocal est sorti du frigo, c'est l'usager qui porte la responsabilité de son utilisation. Donc, bon, donc c'est pas, à mon sens, c'était pas vraiment une question bloquante au final. Oui, et pour compléter un petit peu, on peut dire que justement, d'autres collectivités font ce genre de fonctionnement avec du don alimentaire à des associations, ça se fait beaucoup, et c'est la même chose en termes de responsabilité. En fait, la responsabilité se transmet justement à la personne, alors morale ou physique, qui va justement récupérer, à partir de ce moment-là, récupérer le don alimentaire. Donc, autre question un peu pratico-pratique, Laurence, vraiment sur le travail que ça peut donner en plus aux équipes de cuisine derrière, de reconditionner les plats, etc. Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce que ça implique beaucoup de changements? Comment ça fonctionne? Alors, je ne vous cacherai pas que ça a été quasiment le seul frein. Les cuisinières ont commencé par hurler, en fait, en disant que c'était beaucoup de travail, choses comme ça. Bon. On les avait impliqués vraiment dès le début de la méthode, dès le début du travail, en fait, avec le SMICVAL. Donc, on a eu presque 3 ans de travail avec le Covid qui est arrivé. Enfin, ça a duré assez longtemps. Donc, ils ont eu quand même le temps voilà, au moins d'accepter la proposition. Le premier mois, ça a été un peu compliqué. Elle nous disait que ça mettait beaucoup de temps. Bon, on y est beaucoup allé en fait. Moi, j'y suis allée quasiment tous les jours le premier mois pour voir, pour rassurer, pour discuter. En fait, voilà. Finalement, aujourd'hui, ça leur prend grosso modo allez, un quart d'heure par jour. Elles sont d'accord, elles, sur cette estimation-là. Un quart d'heure par jour qui, chez nous, rentrait déjà dans leur temps de travail. Elles finissent leur journée à 4h moins le quart, oui, 15h45. Elles mettent la nourriture vers 1h15 dans les cellules de refroidissement. Vers 15h, la nourriture est prête à amener au frigo. Donc, on ne dépasse pas leur temps de travail. Donc, c'est rentré très, 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 très vite, très, très vite dans l'ordre. Ce qui est vraiment bloquant, alors chez les adultes, chez les élus, autant que chez les agents, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la résistance au changement. Voilà, c'est plus une position de principe. Oh, c'est compliqué, oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, voilà, des choses comme ça qui n'ont pas tenu à la réalité des faits, parce que dans la réalité des faits, ça se passe plutôt bien. Et nos cuisinières ont aujourd'hui le retour des usagers. Il y a des gens qui ramènent des petits mots dans les bocaux en disant merci beaucoup, c'était super bon, vos carottes elles sont géniales. On leur a amené des chocolats pour Noël que les gens mettent dans le frigo du coup. Donc ça a créé aussi enfin, il y a eu vraiment une vraie reconnaissance des usagers sur la qualité de leur travail. Et bon, voilà, je vous dis, le premier mois, ça a été des ajustements, mais très vite, c'est une question qui ne se pose plus aujourd'hui. Très bien. Et juste une question, oui, complémentaire sur les formations. Est-ce qu'il a fallu les former, ces personnes supplémentaires, enfin sur la partie justement hygiène encore plus, ou de toute façon elles étaient déjà formées de toute façon à ces aspects-là en restauration collective? Bah, c'est l'avantage, je dirais, de ces personnels-là, et c'est pour ça qu'on leur a confié à eux. On s'était posé la question de savoir s'il fallait introduire des bénévoles dans toute cette chaîne-là, mais elles ont des formations, elles ont toutes des formations, enfin, dans toutes les collectivités, sur la sécurité alimentaire, sur les normes d'hygiène. Elles sont vraiment les mieux placées et elles étaient complètement formées. Alors, pas à cette tâche spécifique, parce qu'elle n'existait pas avant, donc il n'y a pas de formation à cette tâche spécifique, mais techniquement, c'est vraiment rien de très technique, hein, mettre dans un bocal, fermer le bocal, le mettre dans une cellule de refroidissement. Il n'y avait pas de technicité particulière nouvelle pour elles. Donc, formation, elles se sont formées voilà, au fur et à mesure qu'elles l'ont fait. Et si on voit sur la DLC, choses comme ça, donc on étiquette chaque bocal. Donc les étiquettes sont faites par le service éducation, là pour le coup, pour ne pas rajouter de travail à nos cuisinières. On a les menus 6 semaines à l'avance, donc on les imprime bien à l'avance. Et sur ces étiquettes, on indique la date limite de consommation, les allergènes et la composition du plat et tous les allergènes, chose que notre prestataire nous fournit, donc des infos qu'on a déjà. Et la DLC, elle est de 3 jours. On peut laisser les plats dans le frigo 3 jours.
En réalité, on les laisse 1 minute et demie, puisque les gens maintenant viennent attendre au frigo. Enfin, on a vraiment des habitués qui viennent au frigo et les plats restent réellement dans le frigo moins de 2 minutes. Je dirais même qu'aujourd'hui, on pourrait presque se passer du frigo et que les cuisinières distribuent directement les bocaux. Mais bon, on reste sur notre idée de frigo parce qu'on aimerait bien que d'autres partenaires s'en saisissent aussi. Est-ce que vous aussi, vous avez des documents un peu type, il y avait une question sur le cahier des charges pour mettre en place l'usage de ces frigos, pour mettre en place ces dynamiques. Est-ce que vous avez produit ce genre de documents? Ça va être la dernière question parce qu'après, on va passer à la suite. Oui, on a plein de documents. On a toute l'étude du CREPAC avec tous les devis, la partie financière. Oui, on a pas mal de choses. Alors, je ne peux peut-être pas le partager comme ça là, sur un chat, mais si quelqu'un peut passer par vous et je peux envoyer ça aux collectivités intéressées. Très bien. On peut faire ça. Vous pourrez nous renvoyer si vous avez besoin de ces documents, notamment si vous êtes une commune qui voulait mettre en place ce genre d'initiative. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous le signaler par mail et on pourra vous transmettre ces éléments. Un grand merci Laurence pour ce témoignage. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme dans le chat. C'est toujours très, très inspirant.